Bonjour. Aujourd'hui, notre invité est Ahmet İnsel, un économiste, politologue, journaliste et éditeur turc de premier plan, reconnu pour ses analyses critiques sur la politique turque contemporaine et son engagement courageux en faveur de la reconnaissance du génocide arménien. Ses prises de position lui ont valu une reconnaissance internationale, mais l'ont également contraint à vivre en France, loin de son pays natal. Issu d'une famille turque kémaliste et musulmane, Ahmet İnsel a grandi dans le quartier cosmopolite de Kurtuluş à Istanbul. Il a poursuivi ses études supérieures en France, où il a obtenu un doctorat en économie de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Sa carrière universitaire s'est déroulée entre les deux pays. Il a été maître de conférences, puis vice-président de l'université Paris-1 et professeur à l'université de Galatasaray à Istanbul. Parallèlement à ses activités académiques, Ahmet İnsel a cofondé la prestigieuse maison d'édition İliştim, qui a notamment publié les œuvres du lauréat du prix Nobel de littérature, Orhan Pamuk. Bonjour, Monsieur İnsel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'organiser cette rencontre. Avant de vous poser ma toute première question, je dois avouer qu'en 14 ans de carrière, vous êtes le premier Turc que j'interviewe. En Turquie, depuis 100 ans, il y a une propagande anti-arménienne et dès la crèche, on apprend aux élèves que les Arméniens sont des ennemis. Aussi, le mot arménien est utilisé comme une injure. Alors, dans telle situation, comment vous avez réalisé que l'Empire ottoman, le prédécesseur de la Turquie d'aujourd'hui, a commis le génocide des Arméniens? D'abord, quand j'étais enfant, dans mon enfance, la question arménienne n'existait pas. Le terme arménien était pour nous, c'est des amis, des voisins que nous partagions dans le quartier très cosmopolite de Kurtuluş. Mais j'avoue que quand j'étais enfant, moi je suis né en 1955, et quand j'étais enfant, le terme arménien n'était pas utilisé dans un sens péjoratif négatif dans notre entourage. Ce n'était pas très possible parce que nos voisins étaient arméniens, des amis très proches de mes parents étaient arméniens, comme grecs ou juifs d'ailleurs. C'était un quartier très mélangé. La question de génocide des Arméniens, comme vous rappelez, dans les années 60, n'était pas encore très discutée non plus au niveau international. Et la première, évidemment, rencontre pour moi du problème arménien, de l'existence du problème arménien, c'est le début des années 70. Plusieurs facteurs se sont ajoutés dans cette prise de conscience. Premièrement, il y a eu l'assassinat de deux diplomates turcs à Los Angeles par un vieux arménien de Erzurum en 1972, si je ne me trompe pas. Et là, pour la première fois, j'ai vu dans les journaux une question de reconnaissance, demande de reconnaissance. À l'époque, le terme génocide n'était pas toujours très, très utilisé, mais on appelait les massacres, les massacres subis par les Arméniens. Oui. Et deuxièmement, il commençait à y avoir aussi quelques historiens, romanciers qui commençaient à analyser, c'était la gauche un peu indépendante du kémalisme qui montait et qui commençait à analyser l'origine de l'enrichissement, du transfert de propriété, de l'enrichissement d'une partie de la bourgeoisie turque musulmane au début de la République. Et là, les biens des Arméniens, des Grecs, dans les romans, dans quelques recueils historiques, commençaient à apparaître entre les filets. Pas ouvertement, totalement, mais on disait la richesse de cette grand mania industrielle aujourd'hui, c'est son grand-père qui avait mis la main sur la fabrique d'un Arménien abandonné, etc. Oui. Bon, là, ça interpelle, si vous voulez. Oui.
Et puis, le troisième facteur, c'est mon arrivée en France, puisque je suis arrivé en France après mes études secondaires en 73, et j'ai rencontré là, dans les mouvements de gauche particulièrement, la question arménienne était ouvertement posée. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai commencé à m'interroger sur cette question. En 2008, vous avez lancé une pétition arménienne, pardonnez-nous, en sachant bien que cette action provoquerait un grand scandale en Turquie. Comment ça s'est passé? Si je ne me trompe pas, près de 20 000 personnes ont donné sa signature. Alors, nous sommes 4 à avoir écrit cette pétition et avoir lancé. Ce qui nous a le plus motivé, c'est l'assassinat l'année précédente de notre ami Hrant Dink. C'était un peu pour nous un devoir de mémoire pour continuer le travail de Hrant qui était entamé depuis une dizaine d'années pour d'abord poser la question du génocide arménien, mais en même temps essayer de créer un dialogue pour que la reconnaissance soit faite par une prise de conscience et non pas simplement par une affirmation, par une prise de conscience par la majorité turco-musulmane. Auparavant, à partir des années 90, il y a eu des travaux qui ont commencé à analyser, des historiens, des jeunes historiens ont commencé à analyser le massacre des Arméniens à travers de plus en plus le concept de génocide. Et ce qui s'est passé pas simplement en 1915, mais aussi plus tard, les pogroms subis en 1955 par les Juifs, par les Arméniens, par les Grecs, les pogroms subis par les Grecs, etc. Donc, du coup, on était dans cette période-là dans une vraie confrontation avec l'histoire des 100 derniers de la République de Turquie, pas simplement le génocide des Arméniens, mais aussi les massacres, les pogroms subis par les minorités ou par la gauche après le coup d'État de 1980. Donc, du coup, c'était vraiment une période de confrontation sur les multiples violences sur lesquelles la République avait été construite au fil des temps. Et en 2008, donc, c'était un peu pour nous la démarche. C'est pas une déclaration, comme vous avez précisé, c'est pas une déclaration où nous disons, nous reconnaissons le génocide des Arméniens. Parce que nous sommes une génération qui est très, très loin de la période de génocide. Nous disons dans cette pétition ouverte à un public large, il y a eu 30 000 signataires, 32 000 signataires au total, nous demandons pardon aux Arméniens de n'avoir pas pu garder, de délivrer, déchiffrer cette histoire, cette mémoire des massacres subis à l'époque et qui ont continué durant toute la période de la République avec plus ou moins d'intention. Donc, c'est une demande de pardon pour la mémoire, pour n'avoir pas pu poser cette question et d'avoir pas pu empêcher non plus la poursuite de ces ségrégations par la suite. Et quelque part, en même temps, c'est de demander sans le nommer, de demander pardon d'en avoir pas pu protéger Hrant Dink. Mais en Turquie, le mot génocide est interdit à utiliser. Il y a un code pénal. Non, le mot n'est pas interdit à utiliser puisque nous publions à İletişim des ouvrages qui portent sur le génocide des Arméniens. Et le grand ouvrage de Kevorkian que vous connaissez, de 1000 pages de génocide des Arméniens, nous l'avons traduit en 2013, il est toujours en vente. Alors, de temps en temps, par contre, les tribunaux ou certains procureurs déclenchent des procédures d'enquête pour injure à la turcité quand on parle du génocide des Arméniens, mais ce n'est pas systématique. Donc aujourd'hui, le terme génocide
est utilisé quand moi je fais des articles ou nous publions encore aujourd'hui des ouvrages, le terme est utilisé, mais parfois un procureur ou une juge prend l'initiative de mener une enquête, ça n'aboutit pas à beaucoup de conséquences pour le moment. Je dis bien pour le moment. En répondant à ma première question, vous avez dit que dans votre enfance, vous n'avez pas vu une haine envers les Arméniens, mais en Arménie, il y a beaucoup de vidéos diffusées du côté turc. Comment on apprend aux enfants que les Arméniens sont nos ennemis? Et peut-être il y a eu une époque où ça s'est transformé. C'est plus tard. Oui. Ce n'est pas quand j'étais enfant. Oui. Ça, c'est un peu plus tard. C'est arrivé surtout après les années 70 et surtout après le coup d'État de 1980. Dans les années 70, comme Asala a commencé à tuer beaucoup de diplomates turcs, il y a eu une réponse du pouvoir, et surtout après le coup d'État de 1980, où il y a eu effectivement une histoire d'Arméniens qui tuent, si vous voulez, des diplomates, etc. Et on a ressorti des anciennes histoires de massacres qui ont été effectués par des groupes arméniens armés lors de l'occupation de la Russie, par la Russie, de l'Est de l'Anatolie au début du XXe siècle. Il y a eu des massacres faits par des groupes armés arméniens en 1916-1917. Ils étaient enrôlés avec l'armée russe d'occupation à Erzurum, etc. Mais en même temps, c'était des massacres de vengeance la plupart du temps. Et ces histoires-là sont sorties beaucoup plus tard, un peu comme réaction aux assassinats de Asala. Après la guerre de 2020, comment Erdogan peut-il se présenter en faiseur de paix alors qu'il a directement soutenu l'agression de l'Azerbaïdjan, comme vous le savez? Et cette posture n'est-elle pas simplement la continuation de la politique de déni du génocide par d'autres moyens? Alors, en Turquie, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, avant ça n'existe pas, il y a un slogan officiel qui décrit l'Azerbaïdjan et la Turquie comme deux États, un seul peuple. Vous voyez? Ça, c'est le nationalisme turc. Oui. Deux États, mais un seul peuple. Alors que le peuple d'Azerbaïdjan et le peuple de la Turquie sont des peuples qui ont des affinités linguistiques, si vous voulez, mais qui ont des histoires très différentes. Donc, il y a en Turquie le soutien à l'Azerbaïdjan est devenu, à partir des années 80, il faut le bien dire, à partir des années 80, mais surtout après la chute de l'Union soviétique, parce qu'auparavant, les rapports entre l'Azerbaïdjan et la Turquie n'existaient pas du temps de l'Union soviétique. Après 1990, et surtout après l'occupation de Karabakh par les forces arméniennes, c'est-à-dire la Turquie a tout de suite rompu les relations diplomatiques avec l'Arménie, comme vous savez. Depuis cette date-là, il n'y a pas de relations diplomatiques entre l'Arménie et la Turquie. Et la Turquie est devenue le premier soutien de l'Azerbaïdjan. Alors, effectivement, il y a dans cette alliance, dans ce soutien avec l'Azerbaïdjan, il y a toute l'historique du passé du nationalisme turc. Mais il y a un deuxième facteur qu'il ne faut pas oublier. Pour Tayyip Erdogan, à côté du nationalisme turc, il y a aussi des intérêts matériels parce que l'Azerbaïdjan est un des premiers investisseurs en Turquie et le pétrole d'Azerbaïdjan est très important pour la Turquie. Le pétrole d'Azerbaïdjan passe par la Géorgie, ne passe pas par l'Arménie, passe par la Géorgie, arrive en Turquie et la Turquie permet à l'Azerbaïdjan de livrer du pétrole en Arménie, malgré que la Turquie condamne définitivement l'Israël sur la question du Gaza. Donc là, vous voyez que c'est
c'est pas la question du génocide là qui compte, c'est beaucoup plus une relation de pouvoir et d'intérêt. Alors, dans ce cas-là, l'Arménie a-t-elle, selon vous, la moindre marge de manœuvre face à cette alliance Ankara-Bakou? Oui, oui, il y a une certaine marge de manœuvre, je crois, parce que pour la Turquie, l'Arménie n'est pas un sujet très important. Économiquement parlant, ce n'est pas un pays qui représente un marché très important. Euh, Militairement parlant, c'est pas une menace. Oui. Et de plus en plus isolé. Donc, du coup, c'est un pays qui reste très enclavé entre Géorgie, la Russie, etc. Oui. Mais il y a aussi un facteur qui joue, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de relations diplomatiques et de relations économiques entre les deux pays fait que les régions qui sont du côté de la frontière arménienne sont aussi enclavées. Ils ne sont pas en relation naturelle avec leur hinterland, l'autre côté, comme ça peut être avec la Géorgie, avec l'Irak, avec la Syrie. Donc, de ce point de vue-là, il y a un intérêt local. Mais pour l'Arménie, effectivement, je ne peux pas parler à la place du gouvernement arménien, mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'en 1914, quand la Turquie a reconnu l'Arménie après son indépendance, mais a immédiatement arrêté la reconnaissance diplomatique de l'Arménie après l'occupation de Haut-Karabakh. Le seul argument politique à l'époque pour cette suppression de relations diplomatiques, c'était l'occupation de Haut-Karabakh. Oui. Donc, du côté de la Turquie, objectivement, comme l'occupation de Haut-Karabakh est terminée, de fait, la Turquie n'a pas de raison de bloquer ses frontières avec l'Arménie. Il n'y a aucune raison. Et je pense que pour l'Arménie, il y a un intérêt à jouer la carte turque si l'Azerbaïdjan permet, parce que nous avons connu en 2009 une période de tentative, vous vous rappelez, oui. Les relations entre l'Arménie et la Turquie, il y a eu des échanges, même on a commencé à avoir des premiers textes à voter au Parlement. Une des raisons, je ne dis pas la seule, mais une des raisons pour laquelle, du côté de la Turquie, le processus a échoué, c'est l'intervention d'Azerbaïdjan auprès de la Turquie. Oui. Et on voit que ces derniers temps, il y a des visites, surtout du côté des Arméniens, et le geste symbolique du Premier ministre arménien Nikol Pachinian envers Recep Tayyip Erdogan ont suscité beaucoup de réactions dans la société arménienne. Participation à son investiture à Ankara, visite de travail en Turquie, rencontre à New York. Malgré ces gestes de Pachinian, rien ne bouge côté turc, on le voit. Et quel est le véritable obstacle à la normalisation d'aujourd'hui? L'influence d'Azerbaïdjan sur la Turquie. C'est le principal obstacle. Et maintenant, l'Arménie dit que, plutôt le Premier ministre arménien Nikol Pachinian dit qu'on est prêt à signer le traité de paix. Et la paix est arrivée, alors on annonce partout. Alors, il faut probablement que l'Azerbaïdjan, personnellement, je connais le pays, je ne suis pas en Turquie, donc oui. J'ai une impression de loin, mais j'ai l'impression que malheureusement, là, c'est l'Azerbaïdjan qui contrôle la situation et les relations entre la Turquie et l'Arménie ne peuvent se développer que si l'Azerbaïdjan ne fait pas de pression négative sur la Turquie. Il y a une chose sur laquelle il faut voir, c'est que l'Azerbaïdjan a un jeu d'influence lié essentiellement sur sa richesse pétrolière, sur ses capacités financières et sa richesse pétrolière. Et dans la situation actuelle où la Turquie est obligée de ne pas acheter le gaz à l'Iran, de ne pas acheter le pétrole en Russie, etc., l'Azerbaïdjan, du coup, a une position de force, d'influence sur la Turquie. N'oublions pas que la Turquie est un pays économiquement grand, etc., etc., mais c'est un pays très, 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 très pauvre en énergie. La Turquie importe la quasi-totalité
de son pétrole et de son gaz. Et donc, du coup, l'Azerbaïdjan joue là-dessus. Mais effectivement, Tayyip Erdogan est quelqu'un qui est despotique en Turquie. C'est un autocrate en termes de politique intérieure, mais à l'extérieur, c'est plutôt un pragmatique. Mais en même temps, un pragmatique qui peut faire deux choses contradictoires à la fois, comme j'ai dit tout à l'heure. Condamner Israël, mais continuer à commercer avec Israël en même temps. Donc, de ce point de vue-là, peut-être, il peut y avoir une fenêtre d'ouverture avec l'Arménie si la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie s'installe. La Turquie, évidemment, si je comprends bien, pousse aussi l'Azerbaïdjan et peut-être l'Arménie à ouvrir le couloir de Zengezur parce que la Turquie voudrait que Nakhchivan, qui est le seul petit passage vers l'Azerbaïdjan, ne soit pas isolé du côté et qu'il puisse directement communiquer avec l'Azerbaïdjan. Mais je ne maîtrise pas beaucoup les relations diplomatiques entre les trois pays dans le détail pour pouvoir porter un jugement plus poussé. Officiellement, vous le savez qu'il n'existe pas des relations diplomatiques, mais il y a des délégations qui s'échangent de temps à l'autre. Et Oui. il y a quelques mois, on avait rencontré sur les frontières arméno-turques pour négocier l'ouverture des frontières. Mais il nous semble que cette question reste un point mort. Rien ne bouge. J'espère que cette question va s'ouvrir parce que objectivement, les deux pays ont intérêt à commencer à faire des échanges économiques, culturels. Nous, en Turquie, avec la Fondation Hrant Dink, on essaye de maintenir les échanges culturels entre l'Arménie et la Turquie en faisant c'est devenu plus difficile maintenant, mais il y a quelques années, c'était plus facile de faire des camps d'été mixtes des jeunes arméniens et des jeunes de Turquie. Mais cette ouverture est indispensable. Très, très bizarrement, il y a des vols directs entre Istanbul et Erevan, Oui. mais il n'y a pas de vol officiel. Si vous voulez, ce sont des compagnies privées. Oui. Mais il y avait pendant la grande crise des années 2008-2010, il y a eu énormément à peu près 20-30 000 Arméniens d'Arménie qui sont venus travailler en Turquie. À un moment donné, on avait vraiment l'espoir que ces relations allaient un peu améliorer les relations diplomatiques. Mais comme je vous dis, en 2009, malheureusement, l'espoir qu'on portait pour l'ouverture des relations diplomatiques a échoué. Donc, du coup, moi, je suis toujours très méfiant maintenant je suis pas méfiant sur la nécessité d'ouverture des relations diplomatiques, mais je suis méfiant sur la capacité de blocage je suis méfiant à cause de capacité de blocage dont dispose Azerbaïdjan sur ce sujet. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que la société civile turque est prête à un dialogue ouvert avec les Arméniens, étant donné que l'État turc toujours nie le génocide des Arméniens? Est-ce qu'on pourra faire une amitié? Je vais vous dire franchement les choses. C'est pas que l'État turc qui nie simplement le génocide des Arméniens, mais à peu près 80% des citoyens de la Turquie nient le génocide des Arméniens. Oui. Alors, donc, comment imaginez-vous cette amitié turc. entre les deux nations, les deux pays? Je ne sais pas. Je pense que à un moment donné, tout en continuant comme nous faisons en Turquie, comme on fait ailleurs, tout en continuant à analyser, à faire le travail de mémoire, de rappel, etc., tout en continuant à faire ce travail, je pense qu'il faut parallèlement faire en sorte que l'absence de reconnaissance du génocide des Arméniens
par l'État turc et par la majorité de la population turque soit le frein unique pour l'ouverture des relations entre les deux pays, parce que je ne pense pas que la Turquie est prête, la société turque est prête à reconnaître le génocide des Arméniens, et ça peut durer encore un siècle de blocage s'il n'y a pas une possibilité de contourner cette situation. Moi, je pense plutôt que l'ouverture des relations entre la société arménienne et la société de la Turquie facilitera le débat et va augmenter le nombre de personnes en Turquie qui se poseront des questions sur le génocide. Mais pour l'instant, alors ce processus est une illusion, oui? Oui. Vous liez fortement la démocratisation de la Turquie, un sujet au cœur de votre ouvrage, La Nouvelle Turquie d'Erdogan, à la reconnaissance du génocide arménien. Pourriez-vous expliquer en détail ce lien? Ce n'est pas que le génocide des Arméniens. C'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la confrontation de la mémoire de la société turque sur toutes ces violences qui ont été effectuées depuis un siècle en Turquie. Les violences qui marquent. Et cette non-reconnaissance, cette déni de violence, y compris le génocide des Arméniens, mais aussi ce qu'ont subi les minorités grecques, les minorités juives, à différentes échelles, les Alévites en 1938, le massacre des Alévites à Dersim en 1938, font que la négation de ces mémoires font que en permanence un surgissement de violence est toujours potentiellement présent dans l'imaginaire de la société turque. Il y a quelque part, je dirais, il y a le retour de refoulé. Ce qui est refoulé revient régulièrement à différents niveaux, dans les relations sociales, dans la violence de la vie de tous les jours, les violences interpersonnelles, etc. Donc, la démocratisation, c'est la liberté d'expression. La démocratisation, c'est la liberté de conscience. La liberté d'expression permet, comme nous avons connu un peu dans les années 2000 en Turquie, où on a pu commencer à poser, à discuter, à expliquer, à publier, à organiser le 24 avril des cérémonies publiques à Taksim, à Istanbul, la commémoration du génocide publiquement. Quelques années, on a pu le faire à Istanbul le 24 avril. Ceci permettra la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de publication et tout ça sont fondamentales à la démocratie. C'est le seul arme que nous disposons pour informer, pour discuter, pour faire prendre conscience de ce qui s'est passé. Le lien entre la démocratie et la reconnaissance des génocides des Arméniens est bien cela. Alors, je ne dis pas qu'automatiquement, on va aboutir à la reconnaissance du génocide des Arméniens. Je ne suis pas très optimiste sur le résultat, en tout cas sur mon espérance de vie. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Merci beaucoup. Et pour clore notre interview, votre mot à l'audience arménienne, alors vous dites que vous êtes un Turc qui reconnaît le génocide arménien et mène son combat pour la reconnaissance mondiale du génocide des Arméniens. Alors, je reconnais le génocide des Arméniens et j'ai participé à toutes les manifestations de commémoration qui ont été organisées à partir de 2009 jusqu'en 2015-2016 en Turquie pour le 24 avril. C'était les premières fois publiquement. Il y a eu quelques tentatives auparavant faites par l'Association des droits de l'homme, mais publiquement, c'était la première fois. Depuis, malheureusement, on ne peut pas organiser. Il faut aussi préciser qu'on a reculé sur ce que nous avons gagné dans les années 2000. Mais ce qui est le plus important, je crois, c'est de ne pas réduire vraiment la relation entre la Turquie et l'Arménie simplement, et la relation entre la société de la Turquie et la société d'Arménie, simplement à cette reconnaissance du génocide arménien. C'est un sujet important.
Je suis tout à fait favorable pour la reconnaissance du génocide des Arméniens par la société turque d'abord, avant même l'État de la Turquie. Et par contre, je ne suis pas très optimiste pour que ce puisse arriver dans un horizon prévisible. Mais cela ne signifie pas que nous avons un travail commun à faire pour créer le dialogue. C'est ce dialogue qui nous permettra peut-être de surmonter les obstacles devant cette reconnaissance et cette négation. Notre maison d'édition publie, et notamment, je suis un des initiateurs de la traduction de l'ouvrage de Kevorkian en Turquie, un génocide des Arméniens. Nous avons publié les ouvrages de Taner Akçam et d'autres ouvrages sur les pogroms, etc. Donc, évidemment, je reconnais cet génocide, mais en même temps, j'avoue que porter un espoir pour obtenir très rapidement, à l'horizon visible, la reconnaissance du génocide par l'État turc, si on réduit toute la politique de la relation arméno-turque à cette question-là, nous ne pouvons pas avancer. Donc, je souhaite beaucoup de courage à vos auditeurs, à nos voisins arméniens, et je salue encore une fois la mémoire de mon ami Hrant Dink, qui a joué beaucoup dans le travail de reconnaissance, mais en même temps de dialogue entre nos deux sociétés. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Merci de m'avoir invité. Notre invité était Ahmet Ensel.